今日は裏技の日ですよね。すっごくお得な裏技ご紹介します。お楽しみに。今強い地震が起こりました。カメラがない皆さん。C'est le tremblement de terre le plus meurtrier au Japon depuis la fin de la dernière guerre mondiale. The quake was the most serious to hit Japan in a half century. Si je vous dis le tremblement de terre le plus meurtrier que les Japonais n'oublieront jamais, il est fort probable pour que vous pensiez à Fukushima en 2011. Mais connaissez-vous celui qui a eu lieu 15 ans plus tôt? Le 17 janvier 1995 à 5h46, un séisme de magnitude 7,3 va secouer toute la région de Kobe. Ponts, bâtiments, voies ferrées, rien ne lui résiste. Cette secousse d'à peine 20 secondes suffira à réduire la ville en un champ de ruines qui sera ensuite dévasté par des centaines d'incendies. Pourquoi ce tremblement de terre a-t-il été aussi destructeur? Comment se fait-il que personne n'ait rien vu venir dans un pays où l'activité sismique est hautement surveillée? Le Japon a-t-il tiré des leçons de cette histoire? Que s'est-il réellement passé? Si vous voulez connaître les réponses à ces questions, restez ici et laissez-moi vous raconter l'histoire du grand tremblement de terre Hanshin Awaji. Bonjour mes petits jambons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de traiter d'un sujet très particulier. Alors il est très probable que vous vous demandiez pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui et il s'avère que le sujet me touche d'une certaine façon, mais si vous voulez comprendre pourquoi, restez jusqu'à la fin. Commençons par présenter la ville de Kobe. Alors Kobe est la capitale de la préfecture de Hyogo sur l'île de Honshu. C'est la 6e plus grande ville du pays avec 1,5 million d'habitants et son port est l'un des plus grands du Japon. A noter que Kobe a été bombardé massivement en 1945, ce qui a fait beaucoup de victimes, et cette histoire est relatée dans le très célèbre tombeau des Lucioles. Situé entre mer et montagne, dans le Kansai où la population a la réputation d'être très chaleureuse, Kobe offre un cadre de vie très agréable. Le réseau ferroviaire est très bien desservi, que ce soit intramuros ou avec les villes voisines, grâce aux lignes JR, Hanshin, Hankyu et le célèbre Shinkansen. Bien sûr, je me dois de mentionner les joies de la table avec le célèbre bœuf de Kobe, mais aussi toutes les spécialités locales, dont la street food qu'on retrouve également dans le Chinatown. Bref, Kobe est une ville paisible où il fait bon vivre. Et lorsqu'on se balade dans les quartiers modernes comme Sannomiya, Harborland, ou sur les îles artificielles très cossues comme Roko Island, où j'y ai habité, on a du mal à imaginer que tout a été entièrement détruit il y a moins de 30 ans. Et pourtant, c'est par une froide nuit d'hiver que le malheur va s'abattre sur Kobe. Comme tous les soirs, les salariés rentrent chez eux après avoir bu quelques verres dans les izakaya du coin. Au combini, il y a des clients qui font des achats de dernière minute. Les étudiants sont en train de réviser leurs cours, les enfants sont couchés, bref. C'est une journée tout à fait normale qui s'achève et rien ne laisse présager du désastre qui va briser la quiétude de cette ville. Et pourtant, à 5h46, tout va basculer en quelques secondes. Le show télévisé est interrompu en plein enregistrement par de violentes secousses qui plongent le studio dans l'obscurité. Les Japonais qui dormaient tranquillement sont brusquement arrachés de leur sommeil, les vitres se brisent, les murs et le sol vacillent dans tous les sens avec force, si bien qu'il est impossible de se tenir debout ni de se déplacer.
C'est en rampant que certains parviennent à quitter leur logement qui menace de s'effondrer sur eux. Tout va très vite, trop vite. Beaucoup se retrouvent piégés dans leur propre maison. Dehors, c'est le chaos. Les routes se déforment, les voies ferrées sont sectionnées et les ponts s'effondrent comme des châteaux de cartes, emportant avec eux les automobilistes et les passagers des trains qui se rendaient au travail ou à l'aéroport. Un bus s'arrête in extremis, les roues avant dans le vide. Ses occupants s'en sortiront. Mais en contrebas, des voitures sont broyées par des tonnes de béton qui se sont détachées des piliers. La secousse durera en tout et pour tout 15 secondes. Mais rien ne lui résiste, en un claquement de doigts, Kobe est rayé de la carte. Au petit matin, c'est un spectacle sinistre qui s'offre aux survivants de Kobe. Tout n'est plus que désolation. Malheureusement, le cauchemar ne s'arrête pas là. La rupture des canalisations de gaz et de kérosène dont disposaient les foyers pour se chauffer vont provoquer des dizaines puis des centaines d'incendies. Ainsi, les constructions qui avaient miraculeusement échappé à la destruction durant la nuit vont être ravagées par les flammes. Le feu se répand très facilement car les rues sont très étroites et la plupart des constructions sont en bois. Malheureusement, les pompiers vont être rapidement dépassés car les canalisations d'eau également ont été détruites, ce qui fait qu'il n'y a pas d'eau à disposition pour éteindre les incendies. Alors certains vont se servir de l'eau des Sento, donc les bains publics, pour pouvoir maîtriser les incendies, mais ça va être une charge très compliquée et il faudra plusieurs jours pour pouvoir éteindre ces fameux incendies. Les rescapés vivront une semaine sans électricité et plusieurs mois sans eau ni chauffage. Or, je le rappelle, nous sommes en plein hiver et il fait très froid. À partir de là, la vie des rescapés sera vraiment très spartiate. Environ 300 000 réfugiés vont s'entasser dans des écoles transformées en refuges. Donc on aura un petit peu de tout, des enfants, des personnes âgées, des bébés. Tous occuperont le même espace, sans toilette ni intimité. D'autres préféreront vivre dans leur voiture ou dans des parcs parce qu'ils ont trop peur de se retrouver piégés dans un bâtiment. Et pour cause. La première secousse sera suivie de 16 répliques. Et à chacune d'elles, tout le monde est sur le qui-vive. Il est impossible de dormir. Tous les habitants de Kobe vivent dans la peur. À cela s'ajoutent les problèmes de santé, dont les maladies hivernales comme la grippe, mais il est quasiment impossible de se faire soigner. En effet, les hôpitaux aussi ont été lourdement endommagés et ils subissent les coupures d'eau et d'électricité, donc ils ne peuvent pas travailler correctement. Certaines opérations se font sans lumière et d'autres se font dehors, à même le sol sur le trottoir par manque de place. La situation est tellement critique qu'on est obligé de refuser les nouveaux patients et cette situation va durer plusieurs mois. 3000 patients qui avaient besoin d'une dialyse ne savaient même pas où aller pour se faire soigner, déplore un médecin. Les voies de communication étant coupées, Kobe est complètement isolé du reste du pays. Pour aller jusqu'à Osaka, si on a de la chance, on peut y aller en bateau, mais globalement, les habitants de Kobe se retrouvent prisonniers au milieu des ruines. Le bilan matériel est très lourd. 120 000 bâtiments détruits ou endommagés, dont 700 à cause des incendies. 389 km de rails sont détruits, dont 92 sur la ligne du Shinkansen. Le port, qui est le poumon économique de la ville, est entièrement démoli. Et au total, le sinistre se chiffre à plus de 10 000 milliards de yens, soit 100 milliards de dollars. Mais le pire, ce sont les pertes humaines. 6 437 personnes auront perdu la vie, 43 792 personnes seront blessées et 3 personnes seront portées disparues. On ne compte plus les orphelins que le séisme a laissés dans son sillage et jusqu'à aujourd'hui, tous les habitants de Kobe ont soit perdu un proche, soit connaissent quelqu'un qui a perdu un proche. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie, il faut revenir sur l'histoire des séismes au Japon. Alors le phénomène n'est absolument pas nouveau puisque le Japon est situé en plein sur la ceinture de feu du Pacifique, précisément à la jonction de plusieurs plaques tectoniques et de failles. Or, c'est le mouvement et l'entrechoquement en fait de ces plaques
qui provoque 90% des tremblements de terre dans le monde. Voilà pourquoi les séismes sont si fréquents au Japon et on en recense des milliers par an. Mais la plupart se situent dans une magnitude de 1 à 4, ce qui est assez insignifiant en fait. Pour vous donner une idée, un séisme de magnitude 3, on ne le sent pas ou quasiment pas. Donc on peut dire que la majorité des séismes au Japon ne sont absolument pas dangereux. Par contre, à partir d'une magnitude 6, là effectivement on est sur un séisme qui peut provoquer des dégâts. Donc le séisme de Kobe de magnitude 7,3, là effectivement on est sur un séisme dit puissant et destructeur. Cependant, la magnitude à elle seule n'explique pas tout. En tout cas, ça n'explique pas pourquoi il a été aussi destructeur. En effet, il y a eu des tremblements de terre bien plus puissants. Vous pouvez voir à quel point la différence de puissance est énorme entre deux magnitudes. Et clairement, le séisme de Kobe est minuscule comparé à celui de 1923 et à celui de 1088. Pour comprendre, il faut prendre en compte deux autres paramètres. Le premier, c'est la distance de l'épicentre par rapport aux terres. Est-ce qu'il est loin au large ou est-ce qu'il est près des côtes? Le deuxième, c'est la profondeur de l'épicentre par rapport à la surface. Donc on a trois types de séismes. Donc ceux dits de surface peu profonds, donc entre 0 et 60 km de profondeur. Les séismes intermédiaires entre 60 et 300 km de profondeur. Et les séismes dits profonds qui sont situés entre 300 et 700 km de profondeur. En fait, si les ondes ont moins de distance à parcourir pour atteindre la surface et les terres, elles ne perdront quasiment pas en intensité. On observe exactement le même phénomène sur l'eau, par exemple avec les vagues. Si une vague naît loin au large, le temps qu'elle arrive sur les côtes, elle aura perdu énormément de sa puissance. En revanche, si la vague naît quasiment à côté des côtes, au moment où elle va venir s'écraser sur le sol, elle n'aura quasiment pas perdu de puissance et là, elle sera beaucoup plus violente. Et c'est exactement ce qui s'est passé justement avec le tremblement de terre de Kobe. Pour donner un petit exemple, un séisme de magnitude 7, qui est situé, on va dire, près des côtes et très peu profond, aura autant d'impact, si ce n'est plus, qu'un séisme de magnitude 9 qui aura lieu très très loin au large et très profondément dans le sol. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le tremblement de terre de Kobe. En fait, il se trouve que l'épicentre se trouve juste entre l'île Awaji et Kobe. Donc, vous voyez, c'est vraiment quasiment dans les terres en fait. Et au niveau de la profondeur, il n'était qu'à 16 km de profondeur. C'est très peu. Alors que le tremblement de terre de 1968 était à 55 km de profondeur et celui de 1088 était très loin au large. Le dernier facteur à prendre en compte, c'est le double effet destructeur des secousses. Alors en premier, il y a le fait qu'elles font trembler les constructions, c'est ce qui explique pourquoi elles s'effondrent. Mais dans le cas du tremblement de terre de Kobe, il y a eu des secousses à la fois horizontales et verticales. C'est-à-dire que le sol bougeait dans tous les sens. Et ça explique aussi pourquoi il était totalement impossible de se tenir debout ou de se déplacer. Et ça explique aussi pourquoi certaines constructions, notamment les vieilles maisons, se sont effondrées verticalement en écrasant leurs occupants sur des tas de décombres. Le deuxième effet destructeur, c'est que les secousses liquéfient le sol qui se transforme littéralement en boue. Et c'est d'autant plus vrai si le sol est sableux, comme c'est le cas à Kobe. Du coup, les fondations, elles reposent sur une matière mouvante qui se déplace. Donc même si les constructions en elles-mêmes sont solides, comme on peut voir par exemple les ponts avec des piliers énormes, si les fondations bougent, elles emportent tout l'édifice avec elles. Et c'est ce qui explique la destruction justement des ponts très massifs. Voilà pourquoi Hanshin Awaji détient le triste record du séisme le plus fort du Japon depuis 1948 et le premier dans le Kansai depuis 3 siècles. Le premier ayant eu lieu en 1516 et le dernier en 2011 à Fukushima. Mais à ce stade, 3 questions demeurent. Puisque le Japon est habitué à ce genre de phénomène et qu'il est équipé pour y faire face, comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune alerte? Comment se fait-il que les bâtiments dits aux normes antisismiques n'aient pas tenu? Et surtout, pourquoi le gouvernement japonais a mis autant de temps pour secourir les habitants de Kobe? Je vous préviens tout de suite, la vérité sur cette affaire n'est pas belle à entendre. Premièrement, selon Toshio Arimoto, qui était de garde à l'observatoire d'Osaka à ce moment-là, les failles qui étaient sous Kobe n'étaient pas encore connues à l'époque.
La deuxième chose, c'est qu'il y a bien eu des secousses dans la nuit sur l'île d'Awaji, mais c'était des secousses de magnitude 3. Or, je vous l'ai dit précédemment, des secousses de magnitude 3, elles sont assez insignifiantes. Donc, si on devait sonner l'alerte à chaque fois qu'il y a une secousse de magnitude 3 au Japon, le pays serait constamment en état d'urgence. Enfin, et c'est peut-être l'une des raisons principales, depuis le grand tremblement de terre du Kanto qui a lieu en 1923 et qui a fait environ 140 000 morts, tous les yeux étaient rivés sur Tokyo. C'était la zone la plus surveillée et personne ne s'était imaginé que Kobe puisse être touché. Certes, le Japon est réputé pour appliquer des normes drastiques en termes de construction pour que les bâtiments puissent résister à de violentes secousses, mais cette loi n'est entrée en vigueur qu'en 1981 et s'applique uniquement aux constructions qui ont lieu à partir de cette date. Ce qui sous-entend que toutes les constructions qui ont été faites avant 1981 ne respectent aucune norme. Or, c'est le cas de la majorité des maisons individuelles qui sont des maisons traditionnelles. Ces maisons, elles ont des toits en tuiles très lourdes qui sont faits pour résister aux typhons. Et leurs charpentes sont en bois, ce qui fait qu'elles sont à la fois très lourdes et très fragiles. Donc, quand elles se sont effondrées, elles ont écrasé leurs habitants sous plusieurs tonnes de décombres. Et c'est ce qui est responsable de 80% des décès. Mais il y a pire. Les bâtiments dits aux normes non plus n'ont pas résisté. Pourquoi? Eh bien, il s'est avéré qu'ils étaient défectueux. En étudiant les infrastructures qui ont été détruites, les experts ont constaté qu'elles ont été bâclées. Simple négligence? Pas du tout. Certaines malfaçons étaient totalement volontaires. Les raisons évoquées sont des détournements de fonds publics, des appels d'offres truqués et le souci de rentabilité d'entreprises malhonnêtes qui ont préféré sacrifier la sécurité pour limiter les coûts des chantiers au maximum. On compte plus de 200 malfaçons, notamment sur les armatures en fer. Alors là, vous allez être choqués. Par exemple, on a retrouvé des pièces en bois dans les piliers qui soutenaient les rails du Shinkansen. Je rappelle, il y a 92 km de rails qui se sont effondrés. À cela s'ajoute la sous-estimation des risques. En effet, les experts avaient préconisé de faire des constructions qui puissent résister à des séismes de magnitude 7. Mais la municipalité de Kobe, elle a opté pour des constructions qui pouvaient résister à des séismes de magnitude 5. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. S'ils avaient su que ça allait leur coûter 10 000 milliards de yens en reconstruction, je pense qu'ils y auraient réfléchi à 2 fois. Bref, toutes ces négligences ont coûté des milliers de vies, et c'est très rageant, surtout quand on sait que les bâtiments qui étaient réellement aux normes, ils ont résisté. Ce qui veut dire que cette tragédie aurait pu être évitée dans une très très large mesure. Malheureusement, la responsabilité humaine dans cette affaire ne s'arrête pas là. Au lendemain de la catastrophe, Kobe n'est plus qu'un tas de ruines fumantes. En plus de la destruction des habitations et des voies de communication, il n'y a plus ni eau, ni électricité, et les rares réserves de nourriture se trouvant dans les commerces sont vite épuisées. À cause du manque d'eau, il faudra plusieurs jours pour venir à bout des incendies, et l'accès aux soins médicaux de base est inexistant. Je rappelle qu'à l'époque, le Japon est la 2e puissance mondiale. Or, 50 heures après le drame, plus d'1 million de personnes souffrent de la faim, de la soif et du froid. Et cette situation va durer plusieurs mois. Oui, vous m'avez bien entendu, plusieurs mois. Il faut compter à peu près 1 semaine pour que l'électricité soit rétablie. Par contre, il faudra attendre le mois d'avril pour avoir l'eau et le gaz. Le problème, c'est que durant ce laps de temps, certaines personnes mourront d'hypothermie. D'autres personnes qui avaient réussi à s'échapper de chez eux durant la première secousse vont retourner chez eux pour essayer de secourir les membres de leur famille qui sont restés emprisonnés dans les décombres, et ils vont perdre la vie parce qu'ils vont être surpris par les répliques du séisme. La population est totalement vulnérable et elle est livrée à elle-même. Mais que fait le gouvernement japonais? Pourquoi n'intervient-il pas pour secourir les habitants de Kobe? Ce manque de réactivité s'explique par l'éclatement des services de secours entre les différents ministères qui n'arrivent pas du tout à se coordonner, l'absence de cellules de crise, la sous-évaluation de la catastrophe, et ça c'est très japonais, l'incapacité à prendre des initiatives.
En effet, personne ne veut prendre la responsabilité de prendre une décision qui n'est pas validée par l'autorité supérieure. Or, je le rappelle, toutes les voies de communication sont coupées, donc il n'y a aucune directive qui est clairement donnée. Résultat des courses, personne ne fait rien. Pour vous donner une idée, le Premier ministre ne sera averti de la catastrophe que 2 heures après. Genre, il n'y a pas d'urgence. Le maire de Yokohama a déclaré « Le gouvernement japonais a failli à sa mission. Il est incapable de coordonner les moyens mis en place par les municipalités. » Et comble de l'horreur, selon moi, c'est que le Japon a décliné la plupart des aides proposées par les gouvernements internationaux. Cela aussi sera vivement critiqué et à juste titre. Ce sont donc ces 2 facteurs, l'incapacité à répondre à une catastrophe et la réticence à accepter l'aide internationale, qui expliquent la précarité dans laquelle les survivants de Kobe vont vivre pendant plusieurs mois. Mais heureusement, ils seront secourus et cette aide vient de là où on ne l'attendait pas. En premier, je mentionnerai la mobilisation massive et immédiate des civils. Dès le lendemain de la catastrophe, les habitants d'Osaka ont bourré leurs sacs de nourriture, d'eau, puis ils se sont rendus à Kobe en quelques heures à peine. Puis c'est plus d'1 million de volontaires qui vont affluer de tout le pays pour secourir les survivants de Kobe. Parmi les volontaires, il y a les témoins de Jéhovah qui ont débloqué en 3 jours à peine plus d'1 million de dollars en fournitures diverses. Et le surplus a été acheminé en camionnette à l'hôpital le plus proche. Donc il y avait des couvertures, des matelas, des couches, des fruits frais et des médicaments. Parallèlement, des témoins locaux et d'autres venus des États-Unis à leurs frais ont reconstruit plus de 1000 maisons. Je mentionnerai également les groupes comme Daiei et 7-Eleven qui ont fourni des vivres en quantité. C'est la première fois que des volontaires venus d'autres régions sont venus apporter leur aide après un sinistre majeur. Et on désigne alors l'année 1995 comme l'an 1 du bénévolat. Sur le plan local, une cellule de coordination a ouvert à Nishinomiya, le NVN. J'étais alors enseignant à l'université de Kobe et j'habitais à Nishinomiya. Après m'être assuré que ma propre famille était hors de danger, je me suis employé à m'occuper de la fourniture d'eau chaude à l'école publique Yasui, transformée en un centre de premiers soins. En février, j'ai participé à la coordination des secours du NVN. Avec mes étudiants, j'ai créé à ce moment-là un groupe de recherche sur la catastrophe. Cette équipe de recherche s'est employée à établir un rapport sur la manière dont les opérations de secours avaient été conduites. Ceci afin d'en tirer des enseignements pour les catastrophes futures. Enfin, parmi les bénévoles les plus actifs, il y a les Yakuza. Le Yamaguchi-gumi, qui est le clan le plus important du Japon et qui est installé à Kobe, a été l'un des premiers groupes organisés à être intervenus. Ils ont fourni des vivres en quantité, ils ont même mobilisé un hélicoptère et ils ont massivement investi dans la reconstruction de la ville. C'est Yoshinori Watanabe, le chef du clan de l'époque, qui a supervisé les opérations. Selon ses propres dires, le Yamaguchi-gumi aurait investi plus d'1 milliard de yens de marchandises et 20 000 repas pour les survivants. Même si on peut douter de leur altruisme et de la bienveillance de leurs intentions, on ne peut pas nier leur implication et leur efficacité. Et la raison est toute simple, c'est que contrairement au gouvernement japonais, il n'y a pas cette hiérarchisation qui fait qu'on ne peut pas prendre de décision, ils sont libres, donc dès qu'ils ont besoin de faire quelque chose, ils le font, point. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu acheminer beaucoup de marchandises par camion, mais si les routes n'étaient pas praticables, eh ben, ni une ni deux, les mecs ils prenaient toutes les vivres dans leur sac à dos et ils faisaient le trajet à pied. Voilà. Petite pique en passant pour le gouvernement japonais. Quoi qu'il en soit, c'est la mobilisation des bénévoles qui a le plus profondément marqué les habitants de Kobe. Et sans cette aide pratique, beaucoup n'auraient certainement pas survécu. Mais plus encore que l'aide matérielle, c'est la gentillesse et la chaleur des volontaires qui les a le plus touchés.
Un tremblement de terre soudain, survenu à un moment où personne ne savait ce qui se passait. Plusieurs maisons se sont effondrées. Beaucoup de gens sont morts sous les décombres. Plus de 6000 vies perdues en un instant. Il est évident que même les villes modernes sont faibles face à ce genre de désastre. Vous l'avez compris, l'un des problèmes majeurs sur lesquels le Japon devait se pencher, c'était l'application des normes antisismiques à toutes les constructions. C'est ce qui s'est passé à Nada, donc l'une des zones les plus touchées et qui a été entièrement reconstruite. Comme vous pouvez le voir sur les images, les rues, mais surtout les trottoirs, sont très larges. Si vous connaissez le Japon, vous savez que les trottoirs sont assez étroits, voire parfois inexistants. Si les trottoirs sont aussi larges, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que les immeubles ne risquent pas de s'effondrer les uns sur les autres. Ça limite également la propagation des incendies. On peut évacuer les lieux facilement. Mais surtout, et c'est la raison principale, c'est qu'en cas d'encombrement des routes par les automobilistes, les camions de pompiers ou les ambulances peuvent utiliser les trottoirs pour circuler et se rendre directement sur les lieux où on a besoin d'eux. C'est très bien pensé. En revanche, et là c'est plus compliqué, c'est la mise aux normes des maisons traditionnelles car les travaux sont à la charge du propriétaire. Les subventions de l'État ne concernent que les infrastructures, mais elles ne concernent pas les entreprises ni les propriétés privées. Et les coûts sont quand même très élevés, ce qui fait que la plupart d'entre eux ne peuvent pas supporter ce coût. Du coup, les maisons restent telles qu'elles étaient avant, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout aux normes. En 2005, c'est-à-dire plus de 10 ans après la catastrophe, plus de 80 000 maisons à Kobe n'étaient toujours pas aux normes. Et plus d'1 million d'habitations dans tout le Japon. Ça représente un quart des habitations. C'est énorme. Toutes ces maisons sont des tombeaux en puissance. D'ailleurs, j'en profite pour vous mettre en garde là, tous ceux qui cherchent des logements pas chers au Japon, notamment les étudiants. Si vous voyez des appartements à prix cassé dans des quartiers où normalement le prix de l'immobilier est élevé, méfiez-vous. Il est tout à fait possible que ce prix se justifie par le fait que justement il n'y a pas eu de travaux et que du coup le bâtiment il n'est pas aux normes. Donc vérifiez la date de construction du bâtiment. Assurez-vous qu'il a été construit à partir de 1981 voire après. Et au besoin, rien ne vous empêche de demander au propriétaire une attestation, une garantie qui prouve que le bâtiment est bien aux normes. Je referme la parenthèse. Un autre problème qui mériterait d'être pris en compte, c'est l'aide au dédommagement des victimes. Avant Hanshin Awaji, il n'existait aucune subvention pour les victimes de séisme. Mais il y a eu des associations qui se sont battues pour que des lois soient votées dans ce sens pour permettre aux sinistrés de pouvoir se relever après une catastrophe de ce genre. Une autre conséquence directe du séisme, c'est la perte de revenus. De nombreuses PME n'ont pas rouvert leurs portes et il y a plus de 100 000 chômeurs. La petite entreprise de sous-traitance qui m'employait ne s'est jamais relevée. Maintenant, j'ai une double créance sur le dos. Je n'avais pas fini de payer ma maison lorsqu'elle a été ensevelie. Maintenant, je suis de nouveau endettée pour la reconstruire. Pour toute aide, je n'ai reçu que 100 000 yens, soit 700 €, déplore un retraité. Tout cela laissera malheureusement des séquelles pour les survivants, notamment le TSPT et la dépression. En effet, après le tremblement de terre, beaucoup de familles ont été dispersées, des communautés ont éclaté et des personnes âgées qui ont été relogées se sont retrouvées totalement isolées. Et le relogement, il a duré jusqu'en l'an 2000. Le quartier de Naga connaît un taux de suicide largement supérieur à la moyenne nationale. Bref, vous avez compris, les conséquences à long terme sont assez dévastatrices. L'accompagnement psychologique des populations touchées par la catastrophe ne doit pas être négligé. Le stress peut conduire au décès de survivants du fait de leur sentiment d'abandon et de solitude. Autre leçon qui a été tirée de cet événement, c'est que le Japon a compris qu'il n'y a pas une seule zone qui est une zone à risque, mais que ça peut arriver absolument partout, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le Japon dans son ensemble qui est hautement surveillé. Le Japon s'est également employé à éduquer les populations, donc avec de l'information et de la prévention. Donc, par exemple, on peut faire des séances d'exercice dans des simulateurs. Aujourd'hui, vous avez vécu une simulation. Je crois que personne n'a été blessé. Je vous demande de faire attention à vous pour ne pas être blessé quand un vrai séisme vous arrivera. Il y a 2 musées qui retracent l'histoire de Hanshin Awaji.
Donc le premier, il est à Nada, donc le quartier qui a été entièrement rénové, et le deuxième, il est sur l'île d'Awadji. Celui de Nada, en plus de la partie historique, il y a une partie interactive pour comprendre les différents phénomènes comme les séismes, les typhons, les tsunamis. Et il y a une activité en l'occurrence où ton rôle, c'est d'être un anticyclone et ta mission, c'est de dévier un typhon pour qu'il ne touche pas le Japon en fait. Et dans le musée qui est à Awadji, il y a un simulateur qui reproduit à l'identique le séisme de Hanshin Awadji, donc en durée et en intensité. Et ça permet vraiment de se rendre compte de la violence de l'événement. Alors, je sais que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on vient au Japon, mais si vous êtes dans le Kansai, je vous invite fortement à visiter ces deux musées. Déjà parce que ça fait partie de l'histoire du Japon, tout simplement. Et si vous êtes sur l'île d'Awadji et que vous avez envie de décompresser après être allé dans le simulateur de séisme, vous pouvez très bien aller à Kittyland, c'est juste à côté. Toujours dans un souci de transmission et de mémoire, il y a deux événements par an à Kobe. Donc le premier, il a lieu à la date anniversaire de la catastrophe, donc le 17 janvier. Et durant cet événement, il y a des milliers de bougies qui sont allumées et tous ceux qui le souhaitent peuvent venir prier ou se recueillir. C'est juste à côté de l'école où j'étudie en fait. D'ailleurs, les étudiants qui le souhaitaient pouvaient participer aux préparatifs de l'événement. I had a fiancé and a newborn daughter. My fiancé was saved, but they couldn't help my daughter. My mother and daughter died in the earthquake. It's too hard to think about it all the time. So I come here every year to remember them. Le deuxième, c'est le Kobe luminaire, Kobe Luminali. Vous avez peut-être déjà vu des photos. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a absolument rien à voir avec des illuminations de Noël. À la base, c'était fait comme un message d'espoir pour les survivants de Kobe un an après les faits. Il a été créé par l'italien Valerio Festi et le japonais Hirokazu Imaoka. Mais le succès a été tel qu'il a été reconduit d'année en année et à chaque fois il attire plus de 3 millions de spectateurs. Donc si vous êtes dans le Kansai en décembre, je vous recommande fortement ce Festival des Lumières, déjà parce qu'il est magnifique, mais aussi pour sa valeur symbolique. Le manga Moving Forward propose un autre angle de lecture de cet événement à travers l'histoire de Kuko qui a perdu sa mère durant le séisme. Le parcours de Kuko pour dépasser son traumatisme est très immersif, car les décors de Kobe sont des lieux réels qu'il est possible de visiter. Avant de terminer, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de traiter de ce sujet et c'est l'un des points principaux de cette vidéo. Comme je l'avais dit précédemment, tout le monde à Kobe a soit perdu un proche, soit connaît quelqu'un qui a perdu un proche. Moi y compris. Alors non, je ne suis pas du tout une native de Kobe, j'habite ici que depuis 8 mois. Pourtant, dans mon entourage proche, il y a effectivement des gens qui ont été directement touchés, à commencer par mes collègues de travail, mais aussi l'école dans laquelle j'étudie. En effet, le 17 janvier 1995, 5 étudiants de mon école ont perdu la vie. 2 Chinois, 2 Vietnamiens et un Australien. Par respect pour les familles endeuillées, je ne divulguerai pas leur nom. Je vous cache pas que quand j'ai appris ça, ça m'a fait assez drôle et j'en ai parlé à mes professeurs et je leur ai demandé s'ils se sentaient de témoigner par rapport à cet événement-là. Et après une bonne semaine de réflexion, il y a une professeure qui m'a répondu. Et elle m'a dit qu'en fait, elle ne se sentait pas capable de témoigner face caméra, parce que parmi ses étudiants, il y en a 3 à qui elle avait donné des cours, donc elle les connaissait très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours un sentiment de perte qu'elle n'arrive pas à expliquer avec des mots.
Alors je précise, ça a eu lieu il y a 28 ans, mais même 28 ans après les faits, elle n'arrive pas à en parler. Et au final, le fait qu'elle ne soit pas capable d'en parler est plus éloquent que tous les mots qu'on pourrait dire en fait. Ça montre à quel point ça a été traumatisant. Et je me dis que si elle a ressenti ça pour ses élèves, imaginez ceux qui ont perdu un père, une mère, des frères et sœurs, un mari, une femme, un enfant, un ami, enfin... On a du mal à s'imaginer, mais il y a des vraies personnes qui sont mortes et ces personnes, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé il y a 28 ans. La plupart d'entre nous, on était déjà nés, hein. C'est pas un événement qui est arrivé genre il y a 100 ans, le truc qui est très très loin derrière nous, non, c'est très 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 récent en fait. Donc je voulais vraiment insister sur l'aspect humain de l'événement, parce que à chaque fois que j'ai fait des recherches, je tombais toujours sur des informations purement factuelles. Des chiffres, des dates, des statistiques. Sauf que les gens, c'est pas des chiffres. Les gens, c'est pas des statistiques. C'est des vraies personnes. C'est arrivé à des vraies personnes. Et ces personnes-là, ils avaient des noms, une famille, des collègues, des amis. Donc, quand il y a une seule personne qui disparaît, c'est tout son écosystème qui est bouleversé, en fait. Et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu avec les médias qui aiment relater des faits catastrophiques parce que c'est spectaculaire, ça fait de l'audimat, mais ils occultent complètement le fait que, mais derrière, il y a des gens, quoi. Enfin, il y a une vraie souffrance et on ne devrait pas la nier juste parce que on veut faire un méga scoop qui va faire beaucoup de vues. Alors, bien sûr, c'est difficile de s'identifier à des gens qu'on ne connaît pas, qui vivent dans un pays qui n'est pas le nôtre. C'est difficile d'avoir de l'empathie pour ce qui est loin. Et ça, c'est tout à fait normal. On éprouve de l'empathie pour ce qui est proche de nous. Mais justement, dans mon cas, c'est très proche de moi, parce que c'est arrivé dans la ville où je vis, dans le quartier où j'habite, dans l'école où j'étudie, dans les endroits où je vais tous les jours, dans le train que je prends tous les jours. Je vous cache pas que quand j'ai vu les images de Hankyu complètement démolies, je me suis dit, mais j'aurais pu être dans ce train. Et c'est ça en fait le truc. Je me suis dit, mais ça aurait pu être moi. Concrètement, si le même tremblement de terre avait lieu aujourd'hui, je serais une des premières victimes. Donc oui, ça aurait pu m'arriver. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait un drôle d'effet en fait. D'ailleurs, j'ai mesuré la violence du séisme. C'est par rapport aux images des ponts qui étaient complètement démolis. Parce que, encore une fois, en vidéo et en photo, on se rend pas forcément compte, enfin, pas à ce point-là, mais quand on est en vrai, à côté ou dessous, c'est vraiment des structures énormes. Mais vraiment, elles sont énormes. Mais juste les piliers, ils sont énormes. Moi, je sais parce que quand je rentre chez moi le soir, je passe dessous ou à côté, mais on est minuscule à côté de ces structures-là, quoi. Et de voir qu'elles ont été démolies, mais c'est comme quand tu donnes un coup de pied dans un château de sable. Rien. C'est le truc, c'est une feuille de papier, quoi. Et là, tu te sens vraiment fragile. Tu te dis, mais punaise, mais ce séisme, il a été d'une violence phénoménale, quoi. Et quand je vois que tout ce qui fait mon quotidien d'aujourd'hui a été entièrement démoli par ce séisme, j'ai pris conscience que ça aurait pu être moi. Ça aurait pu m'arriver à moi. Et ça pourrait m'arriver. Bien sûr, on ne souhaite pas que ça arrive, mais ça pourrait. Et une des preuves que c'est une réalité, c'est que après avoir intégré l'école, on a signé une assurance décès. Je vous cache pas que sur le coup, ça m'a fait drôle, parce que je me suis dit, attends, je suis pas dans un pays en guerre, je fais pas un métier à risque où je mets ma vie en danger, j'étudie le japonais, hein, juste, hein, rien de fou, quoi, donc... Qu'est-ce qui justifie que je doive souscrire à une assurance décès? Ben maintenant je comprends, oui ça a du sens effectivement de souscrire à une assurance décès. Et d'ailleurs si vous êtes étudiant au Japon ou si vous souhaitez devenir étudiant au Japon, il est fort probable qu'on vous ait fait signer cette assurance ou qu'on vous fasse signer cette assurance. Et ben maintenant vous savez pourquoi. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que je voulais qu'un maximum de gens soient au courant de ce qui s'est passé. Parce que, en effet,
tout le monde se souvient de Fukushima en 2011, mais 1995, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Quand j'ai fait un petit sondage sur Instagram, il y a très peu de gens qui savaient qu'il y a eu un gros tremblement de terre en 1995 à Kobe. Et moi, la première, en toute sincérité, je n'étais pas au courant. Il a fallu que je vienne ici et que l'école fasse des activités autour de cet événement pour que je sache, parce que moi, à l'époque, j'avais 13-14 ans, j'étais à l'île de la Réunion. Alors, c'est certainement passé aux infos, mais je m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de cet événement. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, alors que ça fait partie intégrante de l'histoire du Japon. Je veux dire, il y a eu le grand tremblement de terre du Kanto, donc qui a ravagé Tokyo en 1923. Ensuite, il y a eu celui-ci, donc celui dont j'ai parlé, celui de 1995 à Kobe. Et ensuite, celui de Fukushima. Ces trois séismes-là, ils ont vraiment impacté le Japon et ils font partie de l'histoire du Japon. Et je trouve que c'est important, quand on s'intéresse réellement à ce pays, qu'on s'intéresse à sa culture, qu'on s'intéresse à son histoire, de connaître ces événements-là parce que ça fait partie de l'histoire moderne du Japon. Et c'est important de comprendre les sentiments des Japonais par rapport à ça. D'ailleurs, je me souviens que quand je cherchais un autre logement, vous savez, quand j'ai voulu quitter mon super logement où je me suis sentie arnaquée, j'ai des amis qui m'avaient dit « Fais attention, ok là cet appartement-là il est pas cher, mais tu sais pas s'il est aux normes sismiques. Si ça se trouve, il est pas aux normes et c'est pour ça qu'il est pas cher. » Et moi, à ce moment-là, mais je me sentais pas concernée par ça. Je me disais, mais moi je m'en fous, moi, tout ce que je veux c'est un logement pas cher pour pouvoir rester au Japon et fuir cet endroit où je me sentais pas bien. Et il me disait, tout n'est pas qu'une question d'argent, il y a aussi une question de sécurité. Et je sentais qu'ils insistaient beaucoup là-dessus, mais moi je me rendais pas compte. C'est seulement maintenant en fait que je comprends pourquoi ils m'ont dit ça, et ils avaient raison. Ils avaient clairement raison. Donc, je ne suis pas en train de vous dire « Ne venez pas au Japon, c'est un pays dangereux. » Non. Même si j'avais su cette histoire-là avant de venir, je serais venue. Aussi simple. Je vais prendre un autre exemple. Freza-sama, quand il y a eu justement Fukushima et que il y a eu ce nuage radioactif là qui enveloppait un petit peu tout le Japon, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Japon et beaucoup de gens qui prévoyaient d'y aller, ils ont annulé leur voyage. Et Freza, à ce moment-là, elle devait retourner au Japon et sa maman, elle lui a dit « Non mais ma chérie, tu comprends, c'est dangereux, il y a des nuages radioactifs, tout ça. » Mais je peux vous assurer une chose, elle est repartie. Elle n'a pas du tout... Enfin, ça ne l'a pas empêchée de retourner au Japon, c'est ça que je veux dire. C'est que quand tu veux vraiment venir, c'est pas le genre de choses qui t'empêche de venir. Donc ça veut pas dire qu'il faut minimiser les risques. Elle était totalement consciente des risques qu'elle prenait, mais elle assume totalement ce risque. Et c'est ça que je veux, c'est un petit peu là-dessus où je veux en venir. Quand vous venez au Japon, soyez conscient que, bah oui, il y a des risques. Et si vous êtes prêt à assumer ces risques, il n'y a aucun problème à partir du moment où vous êtes informé. C'est un petit peu pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Et pour ceux qui se souviennent des raisons pour lesquelles je suis venue à Kobe plutôt que d'aller à Tokyo, c'est que justement, je voulais découvrir un Japon dont on ne parle pas sur YouTube. Parce que sur YouTube, on ne parle majoritairement que de Tokyo. Pour la simple et bonne raison que la majorité des YouTubeurs, ils vivent à Tokyo. Donc forcément, ils parlent de leur quotidien. Sauf que le Japon, ce n'est pas que Tokyo. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venue à Kobe. Et si vous vous souvenez, j'avais dit justement que je voulais aussi vous faire partager ce Japon-là. Ce Japon dont on ne parle pas. Là, il me semble que j'ai mis les pieds dans le plat, pour le coup. On est vraiment en plein dedans. Je suis en plein dans le sujet. Je suis en train de vous parler de ce Japon dont personne ne parle. Et je trouve que c'est très important de parler de ce genre de choses. D'autant que j'ai des abonnés qui sont dans le Kansai, dont un qui est à Osaka, il va se reconnaître. Et il faut savoir que Osaka aussi a été touché par ce séisme. Bon, à moindre échelle que Kobe, mais Osaka a été touché. Donc ça a tout son sens que je parle de cet événement sur ma chaîne. Alors je sais pas pour vous, mais moi la première fois que j'ai vu Kobe, je trouvais que ça ressemblait à un décor, mais un petit peu comme Main Street dans Disneyland.
Il y a un petit côté un peu fake. Je trouvais que ça manquait d'authenticité, de cacher cette espèce de charme là japonais. Je comprenais pas en fait parce que j'avais l'impression que la ville elle était sortie de terre la veille. Tout était flambant neuf et je me disais mais pourquoi? Ben maintenant je comprends pourquoi. Parce que de fait, la ville a réellement été reconstruite de A à Z. C'est-à-dire que il y a moins de 30 ans, rien de tout ça n'existait. Hein. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, il y a 28 ans, c'était rasé. Ça n'existait pas. La ville s'est complètement reconstruite. La ville telle qu'elle est aujourd'hui, elle est plus jeune que moi. Elle est réellement plus jeune que moi, donc c'est normal en fait qu'elle ait ce côté flambant neuf qui contraste en fait avec les villes très traditionnelles comme Kyoto par exemple. Mais maintenant je comprends. Et je me dis qu'en fin de compte, ce côté ultra moderne, eh ben, ça fait partie de l'âme de Kobe justement. Ça fait partie de son histoire. C'est parce qu'il y a eu ce tremblement de terre en 1995 que Kobe est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce que je trouvais sans âme de base, c'est tout le contraire. Ça a beaucoup de sens. Donc maintenant quand vous vous baladerez dans Kobe, eh ben, je pense que vous verrez les choses aussi assez différemment. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail. Je pense que c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de travail de recherche. Ça fait des semaines que je suis dessus et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu sortir de vidéo avant. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à creuser le sujet, c'était un vrai rabbit hole en fait. C'est-à-dire que je commençais à chercher une information sur ça, mais après du coup ça m'emmenait là, et puis sur tel sujet, mais tel sujet il râlait là, et puis là, et puis là. En fait, c'était à ramification, c'était un truc exponentiel. C'est-à-dire que plus je cherchais des informations, plus j'en trouvais. Et je savais pas par quel bout commencer, même écrire le script, je me disais mais sous quel angle est-ce que je vais traiter de ce sujet? Alors malheureusement je ne pouvais pas tout détailler parce que sinon la vidéo elle aurait duré 3 heures. Mais c'est vrai qu'il y a des choses dont j'aurais aimé parler un peu plus, notamment l'histoire du clan Yamaguchi-gumi, donc ce clan de Yakuza qui est le plus gros clan de Yakuza du Japon. J'ai découvert que en fait ce clan il est à Kobe, donc dans ma ville. Et c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir parler plus de ça. Donc si ça vous intéresse hein, que je fasse une vidéo sur le clan Yamaguchi-gumi, eh bien dites-le moi également en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce sujet. J'espère avoir réussi à vous transmettre l'émotion que j'ai pu ressentir lorsque j'ai découvert cette histoire. Et dans cette logique, je vais terminer la vidéo par les témoignages des survivants de Hanshin Awaji. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Lors du séisme, à 5h46, je dormais. J'ai entendu le grondement de la terre. C'était très sourd et très fort, comme le bruit d'un train qui passe. En même temps, ma femme m'a tiré par le dos, par la nuque. C'est comme cela que j'ai été sauvé, sinon un meuble me serait tombé dessus. On n'était vraiment pas prêts. On ne s'y attendait vraiment pas.皆さん元気ですね。元気。それだけとりあえず。